Salut les gars, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, nouveau live sur One Piece. Là, on va analyser le chapitre 1089 et on va d'abord réagir, essayer de décrypter. On va regarder ensemble le chapitre pour savoir s'il est légendaire ou pas. Mais bon, si vous avez Twitter ou X, je devrais l'appeler comme ça. Si vous avez Twitter, normalement, vous savez déjà à quoi vous attendre. En tout cas, moi, je vous ai préparé plein de trucs. On va discuter de plein d'infos que j'ai marquées là sur une feuille sur le côté. Comme ça, j'oublierai rien. Et à la fin du live, il y aura un petit teaser d'une prochaine vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Plein de choses qui arrivent très prochainement. Donc là, on va commencer directement avec le chapitre 1089. On va le regarder ensemble. Et après, on réagira à tout ce qui se passe sur Twitter, sur toutes les théories un petit peu qu'il y a. Il y a aussi des tweets un peu drôles. Donc ça, je kiffe trop. On va gaulerie ensemble. Et à la fin, il y aura la petite surprise. Donc je vous dis rien. On commence sans plus tarder. Allez, let's go les gars. Du coup, salut à Kanekyo là qui est dans le chat, salut à tous les gars qui vont regarder la rediff YouTube, salut à tout le monde et vas-y on commence directement. Donc voilà, donc là on a la page de couverture du Jump, donc le Weekly Shonen Jump pour les gens qui savent pas, normalement vous savez, mais pour les gens qui savent pas, c'est le magazine hebdomadaire où il y a tous les chapitres les plus célèbres je crois, et le Weekly Shonen Jump si je me trompe pas, il travaille avec les mangas qui sont à la... Non, je vais dire n'importe quoi, je crois pas en fait. Parce que Jujutsu Kaisen, tout ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est eux qui sortent les mangas les plus célèbres dans le sens où il y avait, par exemple, à l'ancienne, il y avait Naruto. Il doit y avoir Boruto, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore. Mais en tout cas, là, par exemple, on peut voir Jujutsu Kaisen, on peut voir Asta, c'est Black Clover, My Hero Academia, donc One Piece, naturellement. Et plein d'autres mangas, donc je vais pas tous vous les citer, il y en a vraiment beaucoup. Donc de toute façon, je vous laisse vous renseigner là-dessus parce que le Weekly Shonen Jump c'est vraiment la base des mangas. Donc vas-y, on perd pas plus de temps et on passe directement au manga. Donc One Piece, chapitre 1089, le titre c'est ACG. Donc là on a une petite requête de fans qui s'appelle Parco, ou c'est peut-être Parco, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus une entreprise qu'un fan. Mais je sais pas, c'est peut-être un pseudo tout simplement. Donc une vache sert un ami une tasse de lait chaud pendant qu'elle travaille sur ses cartes. Donc voilà, c'est une petite requête sympathique. Mais dommage qu'il n'y a pas les mini-aventures, parce qu'on adore les mini-aventures là, quand ça parlait du Germa, quand ça parlait d'Ener, quand c'était vraiment légendaire. Donc là, on va passer directement au chapitre. Donc on est au village de Fushia. Donc première page du chapitre, on est au village de Fushia East Blue, donc le village natal de Luffy, Dragon, Ace, Garp, toute la clique, hein. Shanks sûrement, à part s'il est à côté, mais on est sur le village natal de Luffy. Donc, vous avez vu pour Garp, apparemment il est porté disparu sur l'île des pirates. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'est pas écrit mort, pas vrai ? Et là, c'est le mec, donc le maire du village, qui dit « Inutile de s'inquiéter pour lui, c'est une légende vivante. » Oui, le maire a raison. Et là, t'entends quelqu'un rigoler, et là, il dit « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» Et là, tu vois un bébé pleurer. Après, il a dit « Ah, c'était toi !» Donc, c'était lui qui rigolait et dit « Désolé !» Et du coup, le bébé, donc c'est là qu'on va voir quelque chose de ouf, c'est « Je crois que nous sommes tous un peu sur les nerfs à propos de Garp. Le bébé commence à connaître le visage... à reconnaître le visage de Luffy sur les photos. » T'aimes vraiment voir la tête de grand frère Luffy, pas vrai ? Donc là déjà, Oda il arrive, il pose une bombe. Mais bon, vu qu'elle est en début de chapitre, souvent les bombes, il les pose en fin de chapitre. Quand c'est au début de chapitre, à mon sens, ça veut dire que c'est juste une feinte en fait. Il veut juste nous faire croire que Luffy il a un petit frère, mais je pense pas. On savait que Makino elle était enceinte, donc c'est pour moi clairement le fils de Makino. Je vois pas qui pourrait avoir un enfant. Enfin, je vois pas pourquoi Makino aurait un enfant dans les bras alors qu'elle est plus enceinte. Donc, y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et si elle dit la tête de grand frère Luffy, moi, ma théorie, c'est que
Makino, il y a des gens qui disent que Makino, elle est en couple avec Shanks, et ce serait pour ça que Shanks, il serait revenu à East Blue avant de conquérir les mers, le jour où Luffy, où Shanks a donné son chapeau à Luffy, ce serait pour revenir voir Makino avant d'aller sur Grand Line. Du coup, ça pourrait être le fils de Shanks et Makino, et vu que Makino elle considère Luffy comme son propre enfant, ce serait donc son frère comme Ace et Luffy tout simplement, tu vois, pas de frères de sang mais des vrais frères quoi, comme Ace, tu vois, ça change rien, lien du sang ou pas, ça reste des frères quoi. Et pour le coup là, moi mon sens c'est vraiment que c'est une feinte. Après pour Shanks je sais pas s'il est en couple avec Makino, après il y a vraiment beaucoup de chance mais j'en sais rien, je pourrais pas vous dire là tout de suite. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la manière dont a été amené le frère de Luffy, genre sur une petite case comme ça, en soum-soum, sans que personne... sans que Oda mette en avant... parce que quand on a eu la présentation de Ace et tout, on a eu tout son passé, toute son histoire et tout. Et mettre un autre frère de Luffy comme ça, pour moi, c'est juste histoire de faire questionner les fans, tu vois. Histoire de faire travailler. Et ça marche bien. Parce que on a vu quelques théories. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous c'est le vrai frère de Luffy, que c'est son frère de sang et que je sais pas Garp il l'a déposé comme quand Luffy était gamin sur l'île de Fushia pour que Makino s'en occupe, ou est-ce que c'est le fils de Makino mais pas de Shanks, ou est-ce que c'est le fils de Shanks? À vous de me dire. Donc voilà, Garp Luffy, qu'est-ce que vous faites? Donc là c'est une question. Enfin même, je dirais même une affirmation, genre vénère. Et là, on va parler d'autre chose qui est vraiment plus vénère. Je vais baisser un peu la musique, je sais pas si c'est fort pour vous. Là, on va parler d'un truc un peu plus vénère. C'est donc à East Blue, à Locktown. On voit donc des tremblements, un séisme, les gens disent. À South Blue, il y a un tsunami en vue. Et là, le narrateur dit « Aucun séisme dans l'histoire n'a égalé celui ressenti ce jour-là. Il a causé des destructions incalculables dans le monde entier. » Donc à West Blue, on voit le séisme. On voit North Blue aussi. Enfin, dans les quatre coins du monde, hein, vraiment. On voit que tout a tremblé, que tout le monde est choqué, et que jamais personne n'a ressenti quelque chose, comme le narrateur a dit, d'aussi puissant. Ensuite, sur Grand Line, donc on voit Laboon au début, qui crie. En plus, le fait qu'on voit Laboon, ça veut peut-être dire quelque chose, parce que le but de Laboon, c'est de détruire Grand Line. Donc, à voir. Alors, personne n'a pu déterminer l'épicentre. Et l'importance de cet événement géologique est donc passée inaperçue. Que s'est-il passé? Sans que personne ne sache pourquoi, le royaume de Lulusia a été rayé de la carte 6 jours auparavant. Donc au sommet de la colline. Donc là, tout le monde se réfugie au sommet de la colline. Et là, c'est le gouvernement mondial qui parle. Nous avons atteint l'endroit où se trouvait le royaume. Il n'en reste aucune trace, juste un énorme trou. C'est comme une chute d'eau circulaire au milieu de la mer. Nous ne pouvons pas naviguer plus près, mais il semble que le trou s'effondre sur lui-même. Et là, le narrateur dit « Les séismes qui ont suivi ont provoqué une élévation du niveau de la mer d'environ 1 mètre. » Donc la mer tout entière, dans le monde entier, s'est élevée d'1 mètre. Donc c'est vraiment immense. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais absolument pas. Mais c'est colossal. Savoir que la météo du monde a été changée grâce à cette arme. Donc là, il y a beaucoup de théories, si on fait une petite parenthèse. Là, les gens ont beaucoup fait référence au trou qu'il y avait à Enies Lobby et se sont dit que c'était la même chose qui avait créé le trou. Après, dans les précédents scans de Egghead, il paraîtrait que Vegapunk aurait créé, entre guillemets, une arme suffisamment puissante pour faire ceci, et que c'est le gouvernement mondial qui la possède, mais qu'il leur manquait une source d'énergie. Et c'est ce qui manque à l'arme justement pour fonctionner. Mais là on voit très bien qu'elle fonctionne. Donc est-ce qu'ils ont trouvé une source d'énergie alternative? Ça me fait penser un petit peu à Ener. Est-ce que Ener il serait pas au service du gouvernement mondial après avoir appris ses racines sur la Lune, être revenu voir les siens entre guillemets? Est-ce que Ener c'est toujours un ennemi? Je pense que oui. Hein. Ener un allié, pour l'instant
On n'en sait rien. Après, ça pourrait être un allié, tout le monde voudrait le voir comme ça, mais on verra bien comment ça peut se faire. Mais, et d'autres, il y en a qui pensent que c'est une arme antique, tout simplement. Que ce serait soit le pouvoir de Im-Sama, ou que ce serait le pouvoir de quelque chose contrôlé par Im-Sama depuis 800 ans, et que depuis 800 ans, elle a ce pouvoir-là. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas du tout. Parce qu'il y a cette fameuse discussion entre Vegapunk qui disait qu'il avait créé la machine, le gouvernement qui était capable de faire ceci et tout. Je sais pas si c'était ça. Et le pire, c'est qu'après, on verra dans le chapitre qu'ils vont parler justement de la source d'énergie, le feu qui s'éteint jamais, la flamme. Donc à voir, il y a beaucoup de théories là-dessus, mais faudra qu'on en discute. Là, on va finir le chapitre et on verra ça ensemble. Donc de nombreux rivages dans le monde ont disparu sous les vagues. Qu'est-ce qui se passe? La marée n'est jamais montée aussi haute, elle finira par reculer, pas vrai, point d'interrogation. Comment on va faire pour courir sur les plages maintenant? Et il y a aussi certaines îles qui ont été submergées. Tout est inondé, on ne peut pas rester ici, il y a un requin chez moi. Les rapports sur les îles inondées continuent d'arriver. Donc ça doit être la marée. La marée devrait pas encore être haute. Je suis sûr de faire une grosse prise un jour comme celui-ci. Espèce de crétin. Aller à la pêche maintenant serait du suicide. C'est vrai qu'il cherche un peu la merde. Donc nouveau monde, Egghead, l'île du futur. Donc là on revient, tout le monde attendait ça avec impatience, tout le monde voulait voir Luffy, le retour de Luffy entre guillemets. Le niveau des mers s'est élevé dans le monde entier. Oui monsieur, nous sommes désemparés. Une force massive a encerclé l'île et possède une puissance de feu plus que suffisante pour faire honte à un Buster Call. Bah oui, un Buster Call c'était 10 navires de guerre, là il y en a plus d'une centaine, donc 10 fois plus. Ça, là on parle pas de petits navires. La flotte est composée de plus de 100 navires de taille et de classes différentes, et il y a 20 grands navires de guerre parmi eux. Donc les navires de guerre, voilà, il y en avait 10 pour un Buster Call. Là, il y a le double de navires de guerre, et tout le reste, c'est des navires de taille différente. Une centaine de navires. Et un total de 30 000 marines. Donc oui, 30 000 marines, c'est quand même beaucoup. Et tonton, je t'ai dit de ne pas toucher aux Sea Beast Weapon. Ils ont commencé. Et là, en fait, ça doit être son oncle qui répond. Il dit, ouais, mais c'est eux qui ont commencé. Cette opération est menée par 9 vice-amiraux du QG de la marine. Et 3 points de suspension. Donc là, on voit les vice-amiraux. Elle, on l'avait déjà vu, c'est Dol. Lui aussi, on l'a déjà vu. Lui, il est très haut placé. Après, les autres, on les a peut-être vus vite fait, mais pas plus que ça. L'amiral Kizaru. Donc voilà, tout est commandé par l'amiral Kizaru et c'est 8 amiraux. 9 amiraux, c'est ça? 9 amiraux, ouais. 9 vice-amiraux, pardon. Donc, amiral de la marine Kizaru Borsalino, tu ne me facilites pas la tâche, Sentomaru. Tu ne peux pas simplement venir te rendre. Sans façon, nous serons prêts si tu tentes à nouveau quelque chose comme ça, tonton. Oh là là, je suis absolument terrifié. Donc oui, j'ai pas spécifié, mais le petit laser, là, c'est celui de Kizaru. Au cas où vous n'aurez pas capté. Parce que ça aurait pu être un pacifista, ça aurait pu être une arme de Vegapunk, ça aurait pu être plein de choses. Sans façon. Nous serons prêts si tu tentes à nouveau quelque chose comme ça, tonton. Donc là, on retourne dans la discussion. Oh là là, je suis absolument terrifié. Le vieux punk a conçu les lasers des pacifistas en se basant sur les recherches qu'il a faites sur tes pouvoirs. C'est trop cool. Donc ouais, voilà, on voit Vegapunk, on voit Sentomaru et on voit Kizaru, tous les trois ensemble pour bosser justement sur les lasers. Je n'arrive pas à croire que tu sois ici pour le tuer. Sentomaru, personne ne peut le protéger de son propre choix de faire des recherches sur le siècle oublié. Je ne suis qu'un rouage dans la machine. Donc lui, vraiment, c'est un soldat bas de gamme. Enfin, psychologiquement, c'est vraiment un soldat basique. C'est-à-dire que lui, il va juste obéir aux ordres. On lui dit, lui, tu le tues parce qu'il a fait ça. Il va le tuer. Il dit, lui, tu vas faire ça, tu fais ci, il va le faire. Donc lui, il n'a pas de morale, entre guillemets. Lui, sa morale, c'est de respecter les règles et d'obéir au gouvernement mondial. Et c'est quand même assez triste de savoir qu'ils ont grandi, entre guillemets, ensemble un petit peu et qu'ils pourraient se retourner contre lui sans vergogne, comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, ce combat n'est pas vraiment dans notre intérêt. Tout ce que nous cassons est une perte pour nous.
À ce stade, je pense qu'il est juste de supposer que Rob Lucci et les autres n'ont pas réussi à mener à bien leur mission d'assassinat. C'est grâce au chapeau de paille. À l'intérieur d'un certain navire de guerre. Assurez-vous que personne ne sache que je suis ici. Donc ça fait écho à ce que je vous avais dit dans les précédentes analyses. Je vous avais dit, c'est impossible que Saturne il puisse vagabonder comme ça, normal, tout le monde le voit, les genre Big News, genre les photographes ou quoi, qui puissent avoir des informations sur lui, c'est impossible. Lui, ça va être très très dur de mettre la main dessus, entre guillemets. C'est quand même l'un des Gorosei, c'est l'une des personnes les plus puissantes du monde, donc forcément, il faut absolument qu'il soit déplacé dans la plus grande discrétion et tout. Après, à mon sens, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui va le poucave à la fin, qu'il est dans le coin, mais en tout cas il peut pas se battre librement avec son fruit du démon, il peut pas montrer au monde entier qui il est vraiment et ce qu'il fait vraiment. Surtout après ce qu'on a vu par rapport à Im-sama, à Sabo et le roi Cobra, quoi. Tous ces événements, il n'y a que quelques personnes qui sont au courant. Bah, il y en a 2 qui l'ont vu, qui sont encore en vie, donc Wapol, Vivi, je sais pas si elle l'a vu ça. Mais en tout cas, Wapol, il l'a vu, et Sabo, il l'a vu. C'est les 2 seules personnes qui ont vu ça, genre Im-sama et tout. Et ils savaient même pas que Im-sama existait. Genre, même Dragon lui-même ne savait pas que Im-sama existait. Donc juste déjà ça, c'est des informations légendaires. Donc c'est pour ça que lui, je le vois mal se battre là directement sur Egghead. Ou en discret, au fin fond du laboratoire et tout. Mais trop tôt, c'est trop tôt. Après, je prends toujours... je garde toujours du recul sur la situation parce que souvenez-vous de ce qu'Oda a dit, il a clairement dit que ça allait bientôt se finir, que le manga allait bientôt se finir et qu'on pouvait pas rester comme ça très très longtemps. Donc à voir comment ça évolue. Donc les pirates du chapeau de paille prennent d'assaut Egghead pour prendre... Attends, je crois qu'on était... Ouais, on en était là. Pour prendre Vegapunk en otage, c'est un bon article. C'est l'œuvre de Morgan. Ah ouais, c'est vrai qu'il était déjà... il est déjà au courant, Morgan, de ces informations-là. Mais pas que. J. Garcia Saturne, dieu guerrier de la science et de la défense. Donc lui, c'est un peu le gars science et défense, donc ça veut dire qu'il gère... je sais pas si c'est lui militaire. On ira regarder tout à l'heure les différents titres qu'ils ont chacun. Alors... Prennent d'assaut Egghead pour prendre Vegapunk en otage, c'est un bon article. C'est l'œuvre de Morgan. Et quelle est la réalité de la situation? Monsieur, nous n'avons pas encore reçu de nouvelles du CP0 pour savoir si leur mission est un succès ou non. Cependant, nous pouvons tirer nos propres conclusions en nous basant sur la résistance de Sentomaru. On peut supposer que le docteur Vegapunk et ses satellites dans le laboratoire, avec les 4 séraphins chargés de le protéger. Et il semble qu'il se soit allié à l'empereur Luffy au chapeau de paille. Son équipage compte 10 membres. Notre garde avancée comprenait 3 membres du CP0, Rob Lucci, Kaku et Stussy. Donc eux, ils savent toujours pas que Stussy et Lucci et Kaku, ils ont trahi le CP0 pour rejoindre Luffy. En tout cas, Stussy, elle a rejoint, pas Luffy, mais plutôt Vegapunk. Et par déduction, elle a rejoint... l'empereur Luffy, mais Rob, Lucci et Kaku, ils ont rejoint Luffy, mais juste pour ne pas mourir en fait, tout simplement. Il y avait également un certain nombre d'autres agents du Cypher Pole, mais il semble qu'ils aient été capturés à l'étage de l'usine par Sentomaru et son bataillon de Pacifista Mark III. Ça c'est pas vrai, c'est York qui les a enfermés. Pourquoi? Je sais pas du tout. Parce que si York elle est du côté du gouvernement, pourquoi avoir enfermé des gens du gouvernement mondial? Donc ça veut dire que c'est peut-être réellement Sentomaru qui les a capturés. Donc à voir. Alors, comme la frontière du dôme est actuellement à 100%, nous pouvons être sûrs que personne ne peut entrer ou sortir du laboratoire. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du dôme au cours des derniers jours. Et où est passé les chercheurs et les travailleurs d'Egghead. Ils ont évacué hier. Mais nous avons suivi et confirmé la position actuelle de leur navire. Et que ferions-nous s'ils s'échappaient? Ils pourraient savoir quelque chose, coulez-les immédiatement, bien monsieur. Donc voilà, donc là on revoit le comportement
intransigeant du gouvernement mondial, c'est-à-dire que même les innocents et tout, ils vont y passer parce qu'ils veulent absolument pas que le bruit, que la rumeur s'ébruite dans le monde, quoi. Comme quoi, ce qui s'est passé il y a 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est supprimer les informations d'il y a 100 ans. Donc, Saint Saturne, votre honneur, il y a encore une chose. Jewel Riboni, la gloutonne, est apparemment sur l'île, elle aussi. Ah, la fille du Kuma, eh bien, nous n'en avons plus l'utilité, mais comme ce n'est qu'une petite fille, vous pouvez la laisser tranquille. Compris. Mais c'est vrai que c'est vrai. Parce que moi, j'avais une théorie, on en avait discuté avec mon collègue Sabri. Moi, je me disais peut-être que la gloutonne, vu qu'elle a un fruit du démon qui permet de rajeunir, elle aurait pu vivre depuis très 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 longtemps. Et petit à petit se rajeunir ou se vieillir comme elle le veut. Elle peut ne pas mourir grâce à son fruit. Elle peut être immortelle grâce à son fruit. Et au final, là maintenant, d'après ce qu'on entend, nous n'en avons plus l'utilité, mais ce n'est qu'une petite fille. Pourquoi il la considère comme une petite fille? Et pourquoi il la laisse en vie? En vrai, la vraie question, c'est pourquoi il la laisse en vie. Mais on peut aussi s'interroger sur le fait que pourquoi il la traite de petite fille alors que c'est pas une petite fille non plus. On peut dire une faible fille peut-être, parce que pour eux, ils ont pas l'intérêt de la prendre comme ennemie entre guillemets. Mais pourquoi la garder en vie? Si là on se concentre là-dessus, c'est quand même assez bizarre. Là, il était prêt à tuer tout le monde, tous les innocents, tous les scientifiques, mais elle, ils sont prêts à la laisser en vie. Est-ce que c'est une dragon céleste? On avait dit aussi que Kuma, il faisait partie d'une race très spéciale. Est-ce que sa race, ce serait pas les dragons célestes? Je sais pas. Beaucoup d'interrogations sur ce chapitre. En vrai, on a beaucoup de choses à analyser. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc là, Monsieur Kizaru, nous avons reçu une transmission d'Egghead. Il semble que ce soit un appel à longue portée. Donc là, c'est ça. Ça fait plaisir. Là, c'est le moment du chapitre où tout le monde a été choqué. Déjà, on a eu plein d'informations, plein de nouveautés par rapport à ce qui se passait à Egghead grâce au début du chapitre. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Donc là on peut le. La terre sainte de Marie-Joise. Ici, Marie-Joise, à vous. Amiral, vous avez un escargophone noir sur votre bras gauche. Donc lui, il est tout le temps bête, il oublie tout le temps qu'il a un escargot portable, tu vois. Oui, ça veut dire que vous pouvez écouter. Chambre de l'autorité. Et c'est York à l'appareil. Oh, c'est toi? Vous êtes tellement grossier. Pourquoi diable vous essayez-vous de me tuer aussi? J'ai fait des pieds et des mains pour vous parler de la trahison de Stellin. En effet, mais encore une fois, tu es Vegapunk tout autant que lui. Si je m'intéressais au siècle oublié, pourquoi en parlerais-je? Ça n'a aucun sens. C'est vrai. En tout cas, tu as réussi à survivre aussi longtemps. Le Cipizero ne t'a pas rendu visite et qu'est-il arrivé aux pirates du chapeau de paille? Puisque c'est moi qui vous appelle, je vous laisse deviner. Vous réalisez que j'ai les séraphins sous mon contrôle, n'est-ce pas? Le fait que j'ai survécu à la nuit ne devrait pas être un choc. Bref, c'est quoi cette flotte qui tourne autour de l'île? Essayez-vous de me faire la guerre? En fait, York, nous avons changé d'avis à ce sujet. Ai-je raison de penser que tu es capable de reproduire la Mother Flame seule? La Mother Flame. Donc la Mother Flame. Donc ça, c'est ce qu'on parlait en début de vidéo, début de live. C'est la... Il y a mon chat qui rate. Donc là, la Mother Flame, c'est la flamme qui s'éteint jamais. Donc c'est vraiment ce qui permet... à beaucoup de choses de fonctionner illimité. C'est ça l'énergie illimitée dont Vegapunk a besoin. Et quand ils disent tu es capable de reproduire à la Mother Flame seul, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, à la machine que Vegapunk a créée. Ils veulent reproduire la Mother Flame. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà réussi à la produire une fois. Est-ce que c'est grâce à ça qu'ils ont attaqué Lulusia? Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'informations qu'il faut garder en tête dans ce chapitre. Oh, regardez-moi ça. Alors, vous voulez quelque chose de moi? Je suis content de l'avoir envoyé. Là, j'ai pas compris pourquoi il parlait comme ça. Je suis content de l'avoir envoyé. On verra. En effet, il s'agit d'une demande spéciale à laquelle nous répondons. Une demande de qui? Quoi qu'il en soit, si c'est ce que vous voulez, le réacteur dont j'ai besoin pour le faire est ici. Promettez-moi juste de ne pas toucher à moi ou à mon charmant labo. Très bien. De plus, je désire toujours devenir un dragon céleste. Cela peut se faire.
Dans ce cas, vous avez un accord. Il y a juste une autre chose que j'aimerais que vous fassiez d'abord. Sauvez-moi. Luffy au chapeau de paille est là et il veut me tuer. Donc ça, c'est vraiment là j'aime bien la réaction là. Là, j'aime bien la réaction qu'ils ont là. Là, ils sont tous choqués, ils se disent quoi? C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît, neutralisez ces psychopathes. Ensuite, on les voit parler. Je vois, tout devient enfin clair. Je comprends pas vraiment, mais on peut l'utiliser comme bouclier humain pour s'enfuir, non? Ouais, Luffy. Depuis quand il est comme ça, Luffy? On peut l'utiliser comme... Ouais. Ça veut dire que nous sommes assiégés. C'est ainsi que les choses se passent. Donc là, on voit clairement qu'il y a eu une ellipse. C'est-à-dire que pendant qu'on regardait tout ce qui se passait dans le monde, là, pendant les 4 derniers mois, Luffy, en plus je crois qu'il s'est passé qu'une nuit, c'est ce que York a dit au début de la conversation, je crois qu'il s'est passé qu'une nuit, et pendant la nuit, Luffy et tout l'équipage a réussi à prendre le contrôle de Egghead. Donc nous, on s'était arrêté à un moment où Franky était pas bien, où il était emprisonné, où les autres étaient emprisonnés, et là ils ont quand même réussi à prendre le contrôle de tous les séraphins. Là on les voit pas sur l'image, mais pour avoir réussi à libérer Franky, etc. et Robin qu'on voit pas d'ailleurs de tout le chapitre, donc là on l'a toujours pas vu de retour, et ben il fallait avoir le contrôle sur les séraphins, au moins leur dire de débloquer ceci, débloquer cela, mais je pense qu'ils ont utilisé York pour le faire. Donc York, je sais pas comment elle s'est débrouillée pour changer le niveau le niveau pour les ordres là, pour donner les ordres aux séraphins, mais elle était au-dessus des autres Vegapunk. Ou peut-être que les autres Vegapunk étaient plus considérés comme Vegapunk et que le vrai Vegapunk, lui, pouvait le faire. Donc à voir. Je sais pas trop, faudra qu'on voie ça ensemble. En tout cas, tout le monde est là. On voit que Vegapunk va bien, on voit que tout l'équipage est là à part Robin. Et on voit aussi Rob Lucci. Donc ça veut dire que ils ont réussi. C'est-à-dire que là, il y a une petite ellipse pendant la nuit. Ils ont réussi à prendre le contrôle. Mais là, ça veut dire que dans les prochains chapitres, on verra pas la suite, mais on verra plutôt ce qui s'est passé avant. On verra sûrement des flashbacks de ce qui s'est passé avant. Avec peut-être un peu de suite, mais vu comment c'est présenté, je pense que ça va plutôt être les pages précédentes qu'on va voir. En tout cas, le Gorosei en PLS. Donc là, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit le Gorosei séparé. Donc là, ils sont plus que 4. Ça fait bizarre de les voir que 4 alors qu'ils sont 5 normalement. Et aussi, c'est la première fois qu'on voit le Gorosei sortir. Parce que Saturne, c'est la première fois qu'ils bougent. Ils n'ont jamais quitté cette pièce de tout le manga, à part pour aller voir Insama. C'est-à-dire, la seule fois où on les a vus quitter, c'était pour aller juste à côté au trône vacant pour aller s'agenouiller. C'est tout ce qu'on a vu. Donc là, on a quand même un chapitre assez riche en informations. Il va falloir que je l'analyse. Il faut que je le lise plusieurs fois là pour analyser et comprendre tout ce qui se passe. Mais assez content du résultat. En vrai, on a quand même pas mal de même le fait de revoir l'équipage de Luffy au complet comme ça, enfin presque au complet, en mode contrôle, ça fait très plaisir. Surtout qu'on voit que c'est une idée de l'équipage. On voit Usopp qui tient le téléphone et elle qui est allongée et attachée. Donc ça veut dire que c'est l'équipage au chapeau de paille qui voulait passer ce message. Je sais pas si c'est aux nobles mondiaux ou à qui que ce soit, mais c'est quand même assez drôle. C'est quand même très très drôle de voir qu'il commence à réfléchir plus qu'à agir. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, mais impossible, c'est Luffy qui a eu l'idée. Impossible. Luffy, là, lui, je pense, il lui a dit « Oh, on va se castagne ». Et basta. Il n'y a pas eu d'autres réflexions. En tout cas, il y a eu pas mal de trucs. Alors, donc on a parlé de l'ellipse. Donc oui, donc là, il y a une petite ellipse qu'il va falloir combler, parce qu'on veut savoir comment ça s'est passé à l'intérieur du sable. Même si les gens ne veulent pas savoir, il faut qu'on ait les informations pour savoir comment ça s'est passé à l'intérieur du labo. Sachant qu'à l'extérieur, nous on est comme le gouvernement mondial, on est à l'extérieur du labo. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu, à part le début de Egghead, on n'a rien vu. Toutes les informations qu'on fuitait dans le journal, là, comme de Big News, là, comme il disait Saturne, et ben ça, c'est les éléments qu'on a. C'est-à-dire que nous, on est placé en tant que personnage, mais extérieur à la scène. Ça veut dire que là, on a les informations telles que Saturne, telles que le gouvernement mondial, telles que le public dans One Piece, quoi, telles que le monde entier dans One Piece via le journal. Et tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'île pendant que les communications étaient coupées,
et ben on les a pas. Donc ça, c'est Oda est vraiment magistral. Franchement, là, ce qu'il a fait, par contre, c'est légendaire. Le fait de faire les choses comme ça, et après, on aura les informations racontées par, soit dans des flashbacks, ou soit racontées par le narrateur, soit racontées par l'équipage de Chapeau de Paille, soit même par quelqu'un qui était dans le labo. Mais en tout cas, c'est hyper bien écrit. Donc Oda nous a mis à l'extérieur de la scène juste pour qu'on ait les éléments sans comprendre réellement ce qui se passe. On sait juste que Luffy il a élu domicile sur l'île d'Egghead et le journal nous a dit que... Enfin le précédent journal dans les précédents chapitres nous a dit que Egghead était maintenant le territoire de Luffy. Donc ça veut dire que le dernier journal qu'il y a eu dans le précédent chapitre, si je ne me trompe pas, c'est un journal de plus tard, c'est-à-dire après les événements qu'on est en train de voir actuellement. Il y a plusieurs timelines, donc à mon sens, à part ces big news, parce que là, si on regarde ce qu'il a dit Saturne, c'est pas... c'est l'œuvre de Morgan. Donc les pirates au chapeau de main prennent d'assaut Egghead pour prendre en otage Vegapunk. Donc ça, c'est pas le titre qu'on avait eu dans le précédent chapitre. Si on peut aller checker rapidement, on va aller regarder vite fait. Dans le précédent chapitre, on avait l'incident d'Egghead, où l'empereur Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île de Futur sa forteresse. Donc c'est pas vraiment le même titre. Donc est-ce que c'est juste des phrases différentes qui sont dans le journal, ou est-ce que c'est deux journaux différents? À voir. Il va falloir regarder si les timelines correspondent ou pas. Parce qu'on a eu plusieurs timelines, hein. Comme par exemple quand on voyait Barbe Noire, on disait quelques jours plus tôt dans Grand Line, quelques jours plus tard dans le Nouveau Monde, etc. On voyait tout le temps des... C'est comme Lulusia. Lulusia, ça fait longtemps qu'on l'a vu que l'éclair a frappé Lulusia dans le sol, mais dans ce chapitre-là, on voit comme si ça venait d'arriver. Donc ça veut dire que au niveau temporel, il faudra voir si réellement on est dans le passé ou dans le présent. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais c'est vrai que les différentes timelines fait qu'on ne sait plus trop si là c'est le présent quand par exemple Sabo s'échappe, ou est-ce que c'est le présent quand Lulusia se fait attaquer parce que tout le monde a ressenti la secousse. Donc là on voit que c'est le présent, mais nous on avait vu précédemment que Sabo était retourné sur l'île, et en plus ils disent que ça a mis 8 jours pour faire le tour de la Terre. Donc, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Donc à voir. Mais après ça se peut qu'on soit 8 jours après et que là ce soit juste un nouveau journal qui n'a rien à voir. Donc à voir. Moi après je pense quand même qu'on est dans le présent, parce que passé serait bizarre. Je pense pas que le Oda il aurait fait des timelines beaucoup trop différentes en nous faisant confondre les différents moments. Je pense qu'on est revenu dans le présent et que dans les prochains chapitres, on va apprendre ce qui va se passer sur Egghead. Et enfin, ce qui s'est passé sur Egghead, et qu'après, on va continuer avec l'incident de Egghead. Donc, à voir. À voir si Luffy va vraiment prendre Egghead sous sa bannière. Est-ce que ça va être son territoire? On ne sait pas trop. Donc, ensuite, on a parlé vite fait de Shanks et Makino. Donc pareil, il y a cette théorie qui nous fait penser que Shanks et Makino auraient un enfant, et que cet enfant ce serait le frère de Luffy, dans le sens où Makino considérerait Luffy comme son fils, et les deux seraient des frères, mais des frères comme Ace et Luffy, quoi. Pas des frères de sang, mais des vrais frères à la coupe de saké, on va dire. On va les appeler comme ça. Ensuite, on a vu aussi le parallèle entre Lulusia et Enies Lobby, donc trou balèze au milieu de la mer, à savoir est-ce que les deux ont été faits par la même chose. Je suis pas sûr, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la puissance pour faire cette trou, elle est colossale, et pour générer une telle puissance, il faut vraiment quelque chose de supérieur à des fruits du démon, supérieur à... Ça c'est du niveau des armes antiques. Pour moi les armes antiques moi, je suis pas sûr que c'est une arme antique, mais il faut quelque chose du niveau des armes antiques. Pour moi, il n'y a rien d'assez puissant dans le monde actuel, de tout ce qu'on connaît, pour détruire quelque chose comme ça et faire trembler le monde pendant 8 jours. Enfin, pour que la l'onde sismique s'étende sur 8 jours autour de la planète. Donc, va falloir
Va falloir que Oda nous donne plus d'informations par rapport à ça, parce que nous on veut savoir, hein, que des interrogations pour l'instant. Ensuite, comme on l'avait dit dans le précédent chapitre, il y a Saturne, donc Saturne qui doit se cacher malheureusement de tout ce qui se passe actuellement. Il peut pas se montrer comme ça à tête découverte, mais je pense quand même que Big News, il va avoir des sources un peu bien placées, quoi, qui va réussir à dire que Saturne, un membre du Gorosei, s'est déplacé sur Egghead pour pas pour combattre le feu au chapeau de paille, mais pour gérer les affaires internes, on va les appeler comme ça, vu que c'est des gars du gouvernement. Je pense que les mots sont justes. Ensuite il y a le séisme qui a fait le tour de la Terre. C'est quand même hyper ouf, c'est quand même légendaire ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a un séisme, il y a vraiment une arme capable de créer ce séisme. Après je me pose la question, est-ce que les armes antiques sont réellement... Après, il y a beaucoup de théories. Et là, j'ai beaucoup de théories en tête. Par exemple, les armes antiques, soit c'est vraiment des armes normales, bateaux, pistolets, tout ce que tu veux, laser, robots géants, tout ce que tu veux. Ou soit c'est 3 princesses, comme l'avait dit, comme par exemple Shirahoshi, qui pourrait gérer la mer, donc les rois des mers. Donc elle pourrait créer des tsunamis elle aussi, elle pourrait faire plein de choses... qui pourrait pas détruire le monde, mais pas loin, parce que les rois des mers, c'est colossal quand même. Elle pourrait créer des tourbillons géants en faisant tourner les rois des mers. Elle pourrait, je sais pas moi, engloutir une île, faire des tsunamis. Juste faire des tsunamis, déjà, c'est légendaire. Ensuite, il pourrait y avoir une autre princesse qui pourrait contrôler les cieux, donc tout ce qui est éclair, comme on a vu, tout ce qui est pluie, parce qu'il y a une théorie qui dit que la princesse, ce serait Vivi, et que Vivi, à Alabasta, à la fin du manga, elle voulait que tout le monde arrête de se battre, et quand il a plu, tout le monde s'est arrêté de se battre. Et que ce serait dû au pouvoir de Vivi, qui serait capable de contrôler la météo, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr, mais c'est pas impossible. Et après, il y a Pluton. Donc Pluton, est-ce que Pluton, ce serait pas Momonosuke ou Yori, hein? Ce serait peut-être une fille aussi, ou Momonosuke, un garçon. Parce que c'était une des seules personnes qui était capable de parler à Zou. Et Zou obéissait à Momonosuke. Et en plus, Zou, ce serait le parfait équilibre entre les cieux et la mer. Lui, il est sur la mer, donc entre les cieux et la mer. Donc, contrôler eaux, peut-être contrôler d'autres créatures mythiques qui se cachent dans le monde, hein, peut-être dans Redline. Peut-être dans Redline, il y a des monstres comme Zou. Enfin, j'appelle ça des monstres, mais plutôt des animaux colossaux même, je dirais. Et il y a aussi les monstres de Thriller Bark. On sait toujours pas c'est quoi. Il y a toujours ces monstres-là. À un moment, on croyait que c'était les Numbers, donc les Numbers de Kaido. Mais bon, ils étaient plus grands que des géants, mais pas assez grands pour faire partie de l'image que Oda nous avait transmise juste après Thriller Bark. Donc des monstres colossales. Ensuite, il y a quoi? Il y a plein de choses. Donc oui, après il y a eu aussi le Gorosei. Pendant un moment là, on a vu que le Gorosei se transformait et certaines personnes pensaient que c'était les monstres du Gorosei qui étaient dans le nuage de Thriller Bark. Mais non, le Gorosei il est à Marie-Joise, ils vont pas s'amuser à vivre dans un nuage dans le triangle des Bermudes. C'est pas leur délire. Donc à voir. Après Brook, en 50 ans, il aurait dû les croiser, ou peut-être que c'est... Peut-être que non, peut-être que c'est eux qui contrôlent la fumée et qui font en sorte que Brook ne puisse jamais les croiser. Donc avoir plein de théories sur ça. Donc est-ce que les armes antiques c'est ça? Je sais pas du tout. Donc à voir. En tout cas, l'éclair créé par le gouvernement mondial, par Im-sama, enfin en tout cas sous les ordres d'Im-sama, pourrait être une arme antique, mais je sais pas pourquoi, je suis pas sûr. J'ai l'impression que... je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas des armes antiques, mais par contre qu'ils ont été créés par la civilisation qui habitait sur Terre pendant le siècle oublié. Donc la civilisation hyper développée, celle qui a perdu la guerre quand le gouvernement mondial ont formé les 20 dirigeants... du siècle oublié, enfin après le siècle oublié, quoi.
Donc avoir énormément de théories qui se profilent, donc je sais pas du tout laquelle mettre en avant, mais si vous voulez mon avis personnel, je pense que Audace, il a mis en avant l'incident de Loulousia, le trou là dans la mer. C'est pour moi pas une arme antique dans le sens où c'est ce qu'on penserait directement. C'est-à-dire que c'est ce que le lecteur va directement se dire. Et il adore faire ça, il adore mettre des fins, tu vois. Comme par exemple quand il a montré le Gear 5 de Luffy, qu'il a dit c'est Joey Boy, il est de retour. Tout le monde a foncé tête baissée dans la théorie du en fait, Luffy, c'était pas vraiment Luffy, que quand il va devenir Gear 5, il va changer de personnalité, que Joey Boy va revenir à la vie, etc. Beaucoup ont foncé tête baissée dedans, mais pas wam. Pas wam, parce que après, je veux pas dire ça, ça fait le mec qui veut prouver quoi que ce soit et tout. Non, moi je m'en bats les steaks, mais moi, je voyais pas ça comme ça parce que tout simplement Luffy, il pouvait pas changer de personnalité. Luffy, c'est le mec drôle, le mec imbécile de l'équipage, il pouvait pas changer de personnalité. Genre même pour les fans, pour je sais pas, même pour le côté enfant, parce que c'est quand même un manga pour enfants, le faire changer de personnalité, ce serait trop bizarre. Ce serait pas un shonen. J'aurais peut-être dit ouais c'est possible, mais là c'est un shonen. Pour les enfants, le fait de mettre en avant quelqu'un, puis en fait que c'est pas la bonne personnalité qui va changer, même les rêves, les promesses qu'il a fait et tout va changer, ça veut dire à partir de ce moment-là. Et pour moi, c'était impossible. C'était pas possible. Du coup, pour moi, c'est vraiment une feinte. Shanks, pas Shanks, pardon, mais Loulousia. Shanks, on y reviendra après. Loulousia, ça a été détruit par une arme créé par Vegapunk, soit Vegapunk ou pas créé par Vegapunk, mais rénové par Vegapunk, comme le robot gigantesque là. Le robot gigantesque qu'on a vu sur Egghead, c'est d'ailleurs un robot que le gouvernement mondial n'est même pas au courant qu'il est là-bas, mais pour moi c'est ce qui a servi à... pendant la guerre du siècle oublié. Donc c'est des robots ultra puissants avec des lasers, avec une force surhumaine et tout. Pour moi, la technologie qu'il a mis dans les Séraphins, dans les Pacifistas et tout, elle vient de ces robots. Sans ça, Vegapunk, il aurait eu du mal à créer ce robot malgré tout le savoir. Parce que le savoir là, pour moi, il a juste hérité du savoir des anciens, on va les appeler comme ça. Donc voilà pour moi au niveau des armes antiques. Après, il y a plein de trucs que je pourrais vous parler, mais bon, on va couper, hein, ça fait déjà 45 minutes. En plus, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise à la fin du live, donc on va y venir. Et pour terminer, on va parler de York. Donc York, elle qui veut devenir un dragon céleste. Donc je pense que vu que Vegapunk a divisé ses personnalités en 7 personnalités différentes. Pour moi, ça veut dire que Vegapunk de base, il avait envie de devenir dragon céleste dans tous les cas. Pas pour adhérer à leur concept de supériorité, etc., mais plutôt parce qu'il s'est dit j'aimerais tellement être dragon céleste pour avoir tout l'argent du monde, pour avoir tout le contrôle du monde, pour avoir toute la liberté possible. Comme ça, j'aurais pu faire toutes mes expériences possibles sans que personne me dise rien. Je pense que c'est ça. Et qu'en fait, cette personnalité, elle a gardé juste le côté dragon céleste pour devenir un dragon céleste. Elle n'a pas donné d'argument. Donc ça, c'est ma théorie par rapport à York, d'où vient cette envie de devenir dragon céleste. Ensuite, on a quoi ? On a la trahison... Après, la trahison, c'est assez logique. Hein. Trahison, elle vient du fait qu'elle veut devenir dragon céleste et qu'elle elle veut devenir le vrai Vegapunk. Donc là, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. C'est le fait de croire qu'on n'est pas... Enfin là, c'est plutôt le contraire du syndrome de l'imposteur. En gros, là, c'est pas le vrai Vegapunk. Et comme Pinocchio, par exemple, le syndrome de Pinocchio, on va l'appeler comme ça. Pinocchio, c'est un soldat de bois qui veut devenir un vrai enfant. Bah là, c'est la même chose. C'est un clone qui veut devenir un vrai Vegapunk. Donc, je pense que ça a été utilisé, ça. Après, il y a aussi le parallèle. Les gens en ont beaucoup parlé que Vegapunk, ce serait le rêve de Oda. C'est d'être comme Vegapunk. De pouvoir créer... des clones de lui-même pour pouvoir lui donner des tâches différentes et que chacune des personnes puisse partager justement les tâches sans qu'il soit le pauvre en PLS toutes les semaines à dormir que 3 heures par semaine. Mais ouais, courage à toi Oda, merci pour le manga que tu nous as pondu là, franchement c'est légendaire. Mais continue comme ça et repose-toi frérot, repose-toi. Fais des pauses, hein.
Fais des pauses, n'hésite pas à faire des pauses, tu le mérites. Hein. Tu fais vivre plein de gens grâce à ton manga aussi. Hein. Donc voilà, on va finir sur cette note par rapport à One Piece. Donc on va revenir ce week-end pour le live réaction par rapport à la vidéo, à l'épisode de 1071, le Gear 5. Donc là, ça va être du lourd. Hein. On a déjà vu pas mal d'extraits, on a quelques fuites et tout qui sont passées et tout. Franchement, là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Par contre, ce que je vais faire avant de quitter, c'est qu'on va aller vite fait sur Twitter. Je vais couper ça. Je crois que c'est lui, voilà. Et là, je vais vous montrer toutes les informations, parce que ce qu'on avait fait, là, on va continuer un petit peu pour voir toutes les informations qui passent sur Twitter. Donc rapidement, ici, c'est un trade de Akagami. C'est l'interview intégrale entre Kishimoto et l'auteur de Naruto et Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Donc c'est lourd de ouf, j'ai lu toute l'interview. L'interview, elle était légendaire. Franchement, le fait de voir deux grands mangaka comme ça discuter ensemble... Ça, en plus, ils ont le même âge et tout, c'est vraiment ouf. Ils ont commencé à peu près en même temps. Donc, ils ont partagé. Et aussi, il y a le côté rivalité, mais pas rivalité malsaine. Ils ont vraiment un côté où ils s'apprécient tous les deux, où ils se respectent. Ils parlent aussi de leurs faiblesses, l'envie que l'un a envie de ressembler à l'autre, le fait que One Piece... il s'inspirait aussi, malgré lui, de certaines scènes de Naruto. En fait, je vous laisse découvrir l'interview, mais allez voir. Franchement, c'est vraiment légendaire. Ensuite, il y a une vidéo assez drôle. Donc là, c'est un mec, il a pris la vidéo. Là, j'étais mort. Je me suis dit, mais frère, c'est exactement ça. Il a pris la France, il l'a tourné en deux. Et il a dit, voilà ce qui se passe en ce moment en France, c'est la météo. Et c'est Aokiji qui se bat avec Akainu, donc le feu et la glace. Enfin, le magma et la glace. Donc voilà. Ensuite, ça c'est Fortnite X Jujutsu Kaisen. Donc en fait, je me suis trompé. Je pensais réellement que c'était One Piece qui allait faire un partenariat avec Fortnite pour justement mettre en avant le live action sur Netflix. Mais pas du tout. Pas du tout, c'était Jujutsu Kaisen. Donc c'est pas grave. Donc Zoro, c'est pour ça c'est les petites informations de One Piece spoil. Regardez si vous voulez avoir les spoils de One Piece. Là c'est Dua Lipa, donc c'est une grande star connue, hein, frère. En fait la chanson, frère, normalement j'ai même pas besoin d'expliquer qui c'est, vous savez. Et en fait on voit clairement qu'elle a une robe. Bon, on va pas trop zoomer non plus, mais je suis mort, là ça devient bizarre. Mais en gros, elle a le chapeau de... Elle a une robe en chapeau de Luffy. Donc là, voilà, là il y a une petite vidéo assez sympa où on voit le glow-up de Luffy. Donc là, c'est Luffy à l'époque. Et Luffy aujourd'hui en Gear 5, c'est légendaire. Je suis archi content de voir cette évolution. Franchement, elle fait plaisir à voir. C'est vrai que depuis toutes ces années, voilà, on a commencé comme ça et voilà où on en est. Les ailes du roi des pirates. Donc là, c'est la couverture du Shonen Jump, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc avant de regarder One Piece, mais il y a trop d'épisodes, ça c'est l'argument phare. C'est pour ça d'ailleurs que Oda a sorti le live action One Piece, pour que les gens puissent s'intéresser à One Piece sans avoir à regarder trop d'épisodes. Et là en fait, c'est la réaction des fans quand ils commencent. Et après, une fois que t'as regardé, oh, il n'y a pas assez d'épisodes. Ça, c'est tout le monde est comme ça. Mais c'est vrai, moi, One Piece, franchement, ça pourrait continuer encore pendant 20 ans. Du moment que je meurs pas avant que One Piece se finisse, ça me convient. Donc, 4 jours avant l'épisode du Gear 5. Donc, voilà. Là, les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Donc là, on est à 3 jours, si je me trompe pas. Donc, voilà, le Monster Trio. Donc là, il y a des belles images. C'est pour ça que je vous les ai montrées un peu. Là, on voit Gear 5. Zoro Enma et le Sanji Jambe frites. Ça, je peux pas vous la mettre, mais c'est l'opening de Water 7. Franchement, il est trop lourd. C'est un de mes préférés. Franchement, pendant très longtemps, c'était mon préféré devant le premier opening. Et après, à force d'écouter le premier opening, les souvenirs, tout ça, la nostalgie, ça a pris le devant. Mais celui-là, c'est un des meilleurs openings pour moi. Ah oui, ça a été trop drôle. En gros, avant de vous montrer ça, il y a... Dans tes DM, tu dois avoir des théories de zinzin sur One Piece. Et les théories en question, c'est quoi? Merde. Pourquoi One Piece sort le dimanche? Parce que dimanche. Non, Oda, c'est trop. Franchement, les gars, franchement, ils se slash. Hein. Et la commu One Piece, meilleure commu. Là, les gens, ils critiquent trop, mais la tête de homme, la meilleure commu, c'est One Piece.
Enies Lobby, c'est vrai que c'est un arc parfait à mon sens. Franchement, c'est l'arc qui fait décoller One Piece. Avant ça, Enies Lobby, c'était encore un peu trop refermé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez d'informations. Genre, par exemple, on voyait vite fait Shanks parler à Barbe Blanche, mais on voyait pas l'intérêt que ça avait dans le Nouveau Monde. On savait que Ace était parmi Barbe Blanche et tout, mais on voyait pas l'intérêt réel du monde, en fait. On voyait que les aventures de Luffy, devenir roi des pirates. On s'intéressait qu'à ça, Fruits-du-Démon un peu. Mais on s'intéressait pas à tout ce qui se passait dans le monde. Il y avait Skypiea qui nous a donné des informations, mais c'était pas aussi grand niveau scénario. Même la manière d'apporter le scénario, la manière de s'intéresser à l'œuvre, elle était pas pareille qu'au début. On connaissait juste Gold Roger, on s'intéressait que à ça. Alors qu'après Enies Lobby, c'est là où on a commencé à s'intéresser à tout ce qui se passait dans tout l'étendue du monde. Et c'est là où, pour moi, One Piece a pris vraiment une dimension légendaire. Donc oui, voilà, là c'est une petite vidéo qui parle de la mort de Corazon. C'est vrai que Corazon, la tête de Wam, que c'était l'une des morts les plus difficiles à avoir. Ensuite, là, il y a un mec qui a dit avis risqué. Rayleigh, vieux, a plus de faux que Rayleigh Pram. Mais franchement, il n'y a pas d'avis risqué. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je vous promets que Rayleigh vieux, il est vraiment beaucoup mieux que Rayleigh Prime. Vraiment, il a vraiment une dégaine légendaire. Pour moi, il est mieux comme ça que jeune. Alors que Garp, par exemple, qui a à peu près le même âge, c'est tout le contraire. Garp vieux, il est quand même moins bien que le vrai Garp, tu vois. Le vrai Garp à l'ancienne, la Garp Prime, là, quand tu mets des patates à John Chao ou qui se bat avec Roger sur l'île avec l'équipage contre l'équipage des Rocks, là, franchement, Garp, il est mieux. Selon vous, dans quel ordre vont-ils se passer ces événements? Donc, j'aimerais bien que vous me dites. J'avoue, j'aimerais bien savoir. Zoro vs Mihawk, je pense que c'est carrément à la fin du manga. Hein. Je pense que c'est carrément tout à la fin. Shiryu, c'est pareil à la fin du manga, mais avant la fin. Nouvelle épée noircie, je crois que ça va être avant Raftel. Dans tous les cas, ça c'est le plus proche, je pense. Et Zoro vs un des amiraux. Bah là, Egghead, je pense que Zoro. Après, peut-être Luffy va se taper contre l'amiral, mais pas, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, pour moi, les plus récents, c'est ça. Et rencontre avec Tashigi, je pense que c'est plus à la fin du manga et tout. Après, rencontre avec Tashigi, je sais pas si ça va avoir un impact sur le long terme. Ça, je sais pas pourquoi j'ai aimé, ça a rien à voir. Ah ouais, voilà. Donc là, on a un partenariat Gucci avec Jojo et One Piece. Oda s'excuse pour les pauses. Ouais, Oda, il s'excuse. Non mais frère, c'est le monde à l'envers. C'est à nous de s'excuser, de prendre la vie entière d'un homme juste pour notre bon plaisir. Parce qu'en vrai, One Piece, ça sert à quoi dans nos vies? On peut vivre sans One Piece. Enfin, pas moi, mais ça va pas nous tuer de pas... Alors que lui, faire One Piece, ça va le tuer. Ça va le tuer. Frère, il est dans le déclin là. Vraiment le déclin sévère. Donc Oda, prends ton temps, fais-toi plaisir. Nous, on est pressé de ouf que tu finisses le manga, mais même que... Pas forcément que tu finisses, mais que tu avances dans le manga, mais... Calme-toi. On n'a pas besoin d'avoir ta mort sur la conscience, on veut que tu finisses le manga en bonne et due forme. Donc prime de Luffy dans le live action de One Piece. Donc ouais, pas mal, mais pas non plus légendaire. Hein. Elle est un peu... la photo est un peu bizarre, on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va pas relever, mais c'est pas mal en tout cas. Ensuite, petite blague que Usopp a fait le geste avant tout le monde. Et c'est vrai que c'est le geste qui a été sur Skypiea. Et Skypiea, ça parlait des dieux du soleil, des dieux de la pluie. Et du coup, en fait, cette danse-là, elle a été faite pour mettre en avant... Enfin, c'était un foreshadowing d'Oda qui parlait clairement de Nika, qui faisait la fête, qui a Toré festoyé, qui faisait un festin et tout. Donc, c'est clairement un foreshadowing. Donc là, on va passer direct à la suite. Donc là, on a One Piece et l'attaque des Titans. Et là, on voit Luffy qui dit « Oi, Brook !» Et en fait, c'est Eren en mode divinité, là. Et oui, c'est vrai, voilà, on l'a pas vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'a pas vu Nico Robin dans le chapitre 1078. Depuis, le chapitre 1078. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est?
pourquoi elle est jamais là, celle-là? C'est un truc de ouf. À chaque fois, elle est pas là. On se dit tout le temps, mais elle s'est fait capturer. Elle est partie voir des poneglyphes en scred. Là, on est sur Egghead, donc normalement, on devrait pas trouver ça. Alors, l'animateur français Vincent Chanzard a confirmé sa présence sur l'épisode 1071 de One Piece. Et là, je vais vous la mettre. On a des images de Kaido vénère. En plus, elles sont trop bien faites. Là, en plus, je crois que c'est du CGI. Et franchement, c'est hyper bien fait. D'habitude, le CGI, personne n'aime. Là, franchement, c'est quand même légendaire ce qu'on voit. Regardez-moi les détails, les mouvements. Je pense qu'ils ont fait exprès. Ou peut-être que je me trompe. En fait, ça, c'est pas... En fait, je viens de cramer. C'est pas du tout... le Gear 4, le Gear 5. C'est juste la personne qui a fait cette animation. C'est la même personne. Parce que le CGI est vraiment bien fait. Là, c'est légendaire. C'est la même personne qui va être dans l'épisode 1071. En gros, c'est légendaire. Ouais, j'ai dit n'importe quoi au début, désolé, mais je pensais que Kaido, là, en mode vénère comme ça, c'était contre Luffy, mais pas du tout. Ça devait être déjà dans un épisode précédent. Donc voilà, ensuite, One Piece remercie Maizy et son équipe pour les travaux sur le chapitre de One Piece chaque semaine. Donc ça doit être les traducteurs. Donc merci, c'est rien, grâce à vous, on peut travailler sur One Piece. Et là, il y a un mec qui dit, heureusement que c'est Oda qui écrit le manga, le fils de Shanks, futur héros de One Piece Next Generation. Donc là, le gars est parti vraiment loin. Je pense pas qu'Oda, il va reprendre un manga après One Piece. Hein. Je pense qu'il va pas s'engager sur 20 ans encore. Hein. Donc là, on va voir ce qu'il dit. Et c'est le héros de One Piece Next Generation. Genre quand dans 8 ans à peu près la suite de One Piece sera annoncée, ce sera ce petit qui sera le personnage principal. Et genre c'est l'enfant de Shanks. Et du coup Luffy sera son mentor et il fera un peu comme Shanks avec Luffy, bah ce sera Luffy avec le fils de Shanks. Si elle passe dans 7 ans, c'est des trucs encore les gars. Théorie les gars. Petit c'est l'enfant de Shanks. Il est vraiment ambitieux. Très très ambitieux parce que franchement je pense que Oda après 30 ans, je sais, ça se trouve il va mettre 40 ans à finir son manga, hein, on sait pas, hein, là ça prend quand même du temps. Je pense pas qu'il va se relancer dans une suite, non, il va se calmer je pense pendant des dizaines d'années et peut-être qu'après quand ça va le manquer vraiment il va reprendre. Mais je pense qu'il faudrait peut-être le laisser se reposer Oda un petit peu aussi. Hein. En Next Generation, non, je pense que peut-être ça va être les fans qui vont reprendre ou quelque chose d'autre, mais non je pense pas que... Je pense pas malheureusement, enfin j'aimerais bien, mais bon, je pense pas que lui, Oda, il a qu'une seule envie, c'est finir One Piece. Il l'a dit, moi ce que je voudrais, ce que je veux, c'est finir One Piece dans 3 ans, l'année dernière, donc dans 2 ans à partir d'aujourd'hui. Et il a dit après qu'il n'y arriverait sûrement pas et que ça mettrait il pense au moins 5 ans, mais même 5 ans, il les aura pas, malheureusement il les aura pas. C'est là par rapport à l'avancée dans l'histoire et tout, c'est trop lent. C'est pas trop lent, mais pour terminer à temps, c'est malheureusement trop lent. C'est-à-dire qu'en une année, on a fini juste Egghead, quoi. Et on n'a même pas fini, on a fait la moitié d'Egghead, là. On a fait la moitié d'Egghead, et là, on va voir dans les prochains chapitres, les prochains mois, voir jusqu'à l'année prochaine, l'avancée d'Egghead, comment ils vont quitter Egghead. Sachant qu'après, il faut qu'on voie encore Elbaf. C'est là-bas que... Au début, on se demandait s'ils allaient y aller ou pas. Mais c'est là-bas qu'il y a l'arbre de la connaissance, donc je pense qu'il doit aller... Après, on sait que Vegapunk est déjà allé là-bas, mais bon, Elbaf, c'est quand même l'endroit où Usopp doit aller. Il y a plein de choses qui fait qu'on doit aller à Elbaf. Donc, à voir. Donc, ouais, c'est vrai, il faut que je change ça. Donc, voilà, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de tout, de tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des épisodes, enfin du scan de One Piece. On a fait quand même une bonne théorie et tout. On a fait déjà 1 heure de live. Putain, moi qui voulais faire une vidéo et tout là sur YouTube, ça. J'aime pas faire des longues vidéos sur YouTube là, c'est moi regarder. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite là, on va faire notre petite, parce que ouais, je vous ai pas dit. Mais en fait, il y avait un petit bail dans le décor en fait, mais vu que j'étais devant, on le voyait pas. J'ai posté 2 petits trucs et ça arrive très bientôt. En fait, là, on va rester sur le domaine japonais. Et en fait, là, j'ai prévu de faire des ouvertures. Je l'avais déjà dit plusieurs fois dans mes précédents lives que je kiffais ouvrir des cartes Pokémon et tout. Du coup, là, je suis grave chaud à faire des petites ouvertures. Donc là, on a 2 boosters. Donc là, on va les ouvrir juste en prémisse, histoire de voir et tout
si on a des trucs sympathiques et tout. Donc là, c'est évolution Paldea. Et dans le prochain live, on va ouvrir des cartes et ce sera les cartes. Comment elles s'appellent? C'est les cartes Zénith Suprême, je crois. Je crois que c'est ça. Donc je pense que c'est Zénith Suprême. Donc les gars, je vais juste vous faire patienter quelques secondes et je reviens. On va ouvrir ces petites cartes sympathiquement. Les gars, du coup, là c'est parti. On va faire la petite ouverture ensemble. Je vais passer en mode. Voilà, comme ça. Hop, on va mettre la petite caméra. Je sais pas qui a bougé ça. Je la cale bien. Voilà. Mets-toi là. Avance-toi. Donc je suis pas tout seul, là, ouais, je vous ai même pas prévenu, mais je suis pas tout seul. On va donc ouvrir ça tous les deux. Donc voilà, ça c'est les deux boosters qu'on a. C'est juste pour commencer. Là derrière, on voit les trois cartes de Pokémon Go, là, les Pokémon radio, les starters radio. Donc on va faire ça ensemble. Tiens. Tu peux en ouvrir un? Hein? Tiens, vas-y, serre-toi. Prends celui que tu veux. Mets-toi comme ça. Ouvre-le. Donc voilà, dans cette extension, c'est pas mon extension préférée, Evolution Paldea, parce que on a quand même des cartes qui sont moins bien qu'escomptées. Hein. En plus, les chances d'avoir les bonnes cartes sont très minces. Mais c'est une extension de Violet Écarlate, donc c'est les nouvelles extensions. Et pour moi, il y en a pour l'instant aucune qui vaut vraiment la peine. Mais ils ont fait Pokémon 151 et ça arrive en septembre. On va sûrement faire beaucoup de live. Donc à voir. Ouais, pour moi, c'est 4, hein, pour moi c'est 4, mais on verra. De toute façon, je crois qu'ils n'ont pas changé, mais je crois que c'est 4. On verra. Non, c'est pas 4. Ouh, c'est pas 4. Et c'est quoi Mais du coup ça, à mon avis, c'est la. Si c'est la reverse, ça veut dire Je pense. que derrière, ça doit être la dernière carte. Je sais Donc pas. là, les gars, vous avez la reverse, elle est plutôt assez jolie. J'aime beaucoup, moi. Du coup, je fais dans ce sens-là. Vas-y, fais peu importe, c'est pas Vas-y, grave. hein. Et du coup, Ah c'est oui, maintenant ils mettent 2 Pikachu. reverse, c'est vrai. Ils mettent 2 reverse. Elle est jolie aussi, celle-là. Donc là, on a Pikachu, celle-là, je vais la garder. Celle-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. J'avoue. Oh, mais il y en a combien? Donc là, c'est Lolo. Donc ça, c'est la dernière. Ok. Elle est stylée aussi. Je crois, en tout cas. Ouais, sinon, il y en a pas 50. Hein. Ouais, si c'est ça. Ouais, t'as l'énergie, après t'as les. Forgerette. Donc là, c'est tous les nouveaux Pokémon. Là, je sais pas ce qu'on a. Hein. On a des Pokémon de la nouvelle géné. Et vu que j'ai pas joué au jeu, je les connais pas du tout. J'avoue, j'en connais aucun non plus. Est-ce que c'est, tu sais, les plantes qui volent? Ouais, je crois que c'est ça. Hein.
Ok, donc voilà, c'est ça qu'on a eu. Ça, c'est les cartes qu'on a eu. Ça, c'est donc la rare, la plus rare du paquet. Donc les holos, elles sont comme ça comme maintenant. C'est un peu bizarre. En fait, il y a que le carré et le contour qui brillent. Donc c'est mieux qu'avant, ça les fait plus briller, mais pas ouf. Donc vas-y, moi je vais ouvrir le mien. Donc j'espère qu'on va avoir un truc sympathique. Hein. Du coup, je sais pas c'est quoi la manie. Là La manie. C'est euh... le 2, je sais pas, j'en sais rien. Je crois que je vais rien changer moi. Attends, tu vas la faire comme elle est là. Ah, elle veut pas sortir. Je vais garder ça. J'enlève ça. Tiens, ça. Ouais, j'ai vu un truc briller. Donc là on a Sonistrel. Attends, je vais le mettre mieux. Vous avez quand même. Poussacha. Là, c'est les nouveaux. Coiffe-ton. Ouais, je crois que ça là, on a eu les. Là on a eu deux Ouais, que Deux tu choisis starters. dans le jeu. Charbamba. Donc là je sais pas si vous voyez les gars, mais. Je crois qu'on voit un petit peu là. Hein. On a un peu de brillance au fond. J'espère que ça va être une bonne carte. Colossinge. Magirève. Ah, c'est Ouais, l'autre. c'est l'évolution du tien là. Virevoyeur. Ah, un virevoltant. Ouais, c'est ça Ouais, les c'est le plantes. truc qui tourne. Donc là, première reverse. Ça, je l'aime bien. Très passable. En vrai, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur les reverse là. On voit vraiment que c'est des reverse. On a Elionceau. Ah, voilà. Donc là, à la fin, on a une énergie. Et là, c'est la dernière carte. Ah, dommage, Ténéfix. Donc là, pas de chance. Là, malheureusement, pas de chance. Mais après, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de reverse, beaucoup de... On a eu ces deux cartes. Putain, j'espère quand même qu'on aura plus de chance dans le prochain. Parce que je serais dégoûté de rien ouvrir là. C'est pour ça que j'aime pas trop cette extension. Après, peut-être qu'il y a des bonnes sorties, mais là, le taux pour avoir une bonne carte. Après, il va falloir ouvrir plus de boosters évidemment. Ah bah là, il y en avait que 2. Donc voilà les rares et voilà les reverse. Après, ça nous fait beaucoup de cartes brillantes quand même. Donc voilà, c'est tout pour le live. Donc les gars, vas-y, on va s'arrêter là. Donc là, très prochainement, je vais sortir un petit live ouverture Pokémon. Ce sera du Zénith Suprême, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vous montrer les packs. Je vous ai mis là. Donc on a quand même deux packs, je vais vous mettre en grand. Quand même deux packs assez sympas. On a celui-là, le Régidrago. Non, c'est Régileki. Et lui, c'est le Régidrago. Franchement, ils sont sympas, hein, ils sont jolis. Ils font le taf. Hein. Donc là, je vous montre comment ça brille un peu. Et du coup, on a 4 boosters, ça fait 8 boosters. Et on a deux cartes V. Donc j'espère que ça va être lourd. Donc voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui les gars. Merci d'avoir suivi. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Là, ce week-end, il y aura l'analyse de l'épisode 1071 de One Piece et l'ouverture Pokémon qui va arriver sûrement demain ou après-demain. Donc voilà, merci les gars. À très bientôt. Et on se capte très vite.